suis en compagnie de Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Donc, bonjour. Bonjour à vous, Madame Lemont, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui. Oui, donc, il y a plusieurs choses dans l'actualité des derniers jours, ou des dernières semaines, je devrais dire. On peut commencer avec la pétition. Donc, il y a une pétition qui se nomme E3106 pour l'amélioration du sort des aînés qui a été créée. Si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au 20 mars pour signer. Pouvez-vous me résumer un peu c'est quoi les points clés de celle-ci? Absolument. En fait, vous savez que ça fait longtemps au Bloc qu'on réclame une amélioration des conditions de vie des aînés, entre autres par une indexation de la pension de vieillesse. Et on semble être tout seul à crier dans le désert. Il n'y a pas de réaction du gouvernement. On pense que ça n'a pas de bon sens. Alors, on a des collègues dans le Bas-Saint-Laurent qui ont eu l'idée de lancer une pétition. J'ai trouvé ça très bien. Je l'ai reprise localement avec mes collègues voisins de circonscription. Puis ce qu'on veut, c'est accumuler le maximum de signatures possibles pour faire pression sur le gouvernement, entre autres pour augmenter la pension de vieillesse de 110 par mois. On OK. sait que dans les derniers mois, là, à force de mettre des pressions, on a réussi à obtenir un 500 300, ça dépend du revenu des gens. OK. Pour certaines personnes, c'est à 300, certaines personnes, c'est à 500. Mais un seul versement unique de 500 on pense que la COVID a eu un impact plus important que ça. Puis de toute façon, on demandait l'indexation avant la crise de la COVID. Donc, c'est la moindre des choses. Évidemment, là-dedans, on a regroupé un paquet de points. On a profité aussi pour dire que, exemple, l'accès à Internet haute vitesse, vous savez que c'est un enjeu énorme dans Berthier-Masquinongé. Bon, on a des nouvelles encourageantes ces jours-ci là, dans certains secteurs, mais il y a beaucoup de personnes qui sont encore peu ou pas desservies par le service. Puis des fois, c'est surprenant, c'est des gens qui sont proches des grands centres. Ben, les personnes âgées sont particulièrement touchées par ça parce qu'ils ne peuvent pas sortir s'ils n'ont pas accès à ces réseaux-là. J'ai l'exemple d'une dame, entre autres, là, dans le coin des îles, qui ne pouvait pas faire des cours de formation, des ateliers hebdomadaires parce qu'elle n'avait pas d'accès à Internet et pas de lieu comme les édifices municipaux étaient fermés, elle n'avait pas de lieu pour y avoir accès non plus. Donc, les conditions de vie des aînés, ça va large. Là. Et évidemment, un des points centraux aussi de tout ça, il y a les transferts en santé. Puis ça, le gouvernement libéral n'a pas l'air de vouloir bouger là-dessus. Ce qui nous répond, c'est ah, ben il me fera plaisir qu'on s'assoie pour discuter ça après la COVID. Mais c'est maintenant, là. C'est maintenant qu'on a besoin de ces ressources-là. Puis on a vu l'impact désastreux du sous-investissement chronique qu'on vit depuis plusieurs années dans le système de la santé, dans nos CHSLD, là, où il n'y avait même pas de dirigeants dans chacun des CHSLD pour être responsable des politiques qui étaient prises, le manque de main-d'œuvre, le fait que des gens travaillent dans plus d'un établissement à la fois, le faible salaire aussi des préposés qui fait que il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de choses qui sont interreliées là-dedans. Là. Donc, c'est une pétition pour les aînés. Je reprends, là, je me suis écarté un peu. Une pétition pour les aînés, mais vous voyez que ça touche différents aspects. Fait que j'invite vraiment les gens de la circonscription à participer à ça. C'est facile, c'est en ligne. Si vous n'avez pas accès à Internet, vous connaissez peu le mécanisme, on aura aussi une version papier, simplement OK. communiquer avec mon bureau, là, et puis vous pourrez l'avoir. Là. Donc, 819-228-1210. Parfait. Puis, est-ce que vous savez un peu le nombre de signataires jusqu'à maintenant? On avait, je pense que ça approchait le 2000, là. OK. Ça va être suffisant pour être déposé à la Chambre des communes, mais il n'y en aura jamais trop. Fait que j'invite les gens à la signer massivement. Je pense que plus on aura de gens là-dessus, plus le message va porter fort à la Chambre des communes là, pour exprimer le besoin des personnes aînées. Exact. Puis, il reste encore pratiquement, bon, encore quasiment un mois, là, si je peux dire. Ben, quasiment Voilà, 2 mois, en fait, là. C'est jusqu'au 20 mars. Donc, absolument. Puis ça prend 2-3 minutes de signer ça. ouais, Fait exact. que je vous invite à les prendre, ces 2-3 minutes-là, c'est bien important. Parfait. Puis là, si on passe à un autre point d'actualité, bon, il y a finalement des nouvelles mesures qui ont été annoncées pour les voyageurs par M. Trudeau. Vous dites que justement, il a trop tardé. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, selon vous, il y a... Mais en fait, c'est le problème de ce gouvernement-là, c'est la vitesse de réaction. Je ne sais pas de quoi ils ont peur, mais les décisions sont très lentes à prendre. Je vous donne un exemple précis là.
quand on a appris qu'il y avait un nouveau variant en Grande-Bretagne, tous les pays du G7, le lendemain, ont arrêté les vols de la Grande-Bretagne vers leur pays. Au Canada, ça a pris 3-4 jours. Il a fallu que mon chef sorte en point de presse, le demander publiquement pour que ça finisse par se faire après 4 jours, alors qu'il y avait déjà des cas de ce nouveau variant britannique en territoire canadien. C'est ça, là, quand on dit que c'est trop peu, trop tard. Et là, tous les voyages qui ont eu lieu dans la période des fêtes, il faut comprendre que les gens qui sont allés en voyage, là, premièrement, c'était pas interdit. Deux, quand ils ont acheté les billets, ben, c'était pas mal moins... on était beaucoup moins en crise que quand on est arrivé au mois de décembre. Les gens avaient peur aussi de perdre leur argent parce que le gouvernement canadien, malgré le fait que nous, on l'ait réclamé dès le départ, a refusé d'imposer aux compagnies aériennes de rembourser les billets d'avion aux gens. Fait que les gens se sont retrouvés avec des crédits voyage. Les gens se sont retrouvés avec l'idée de peut-être perdre ces montants-là, donc ils ont décidé d'en profiter. Il y a tout un paquet de facteurs qui a fait en sorte qu'il y a eu des voyages dans le temps des fêtes. Et que les quarantaines obligatoires, ben, ils sont très peu supervisés en plus. Des gens vont recevoir 1 ou 2 appels automatisés. Êtes-vous chez vous? Il faut qu'ils pèsent sur 1 pour dire oui. Le gars, il est au centre d'achat, il reçoit son appel sur son cell, il fait 1, puis il n'y en a pas de contrôle. Donc, puis les gens, mais ils prennent des chances. Ben j'ai triché juste une fois. Oui, mais ça prend juste une fois pour répandre le virus. Puis, il ne faut pas devenir extrémiste là-dedans non plus, mais tu sais, il faut comprendre ça. Et quand on dit que là, il y a finalement dit, il y a interdiction des voyages dans les destinations soleil, bien imaginez-vous donc, puis là, j'espère que vous êtes bien assis, ça, c'est juste pour les compagnies canadiennes. Fait que quelqu'un aujourd'hui pourrait s'acheter un billet d'avion sur Delta Airlines, compagnie américaine, puis y aller pareil. Fait qu'en plus de juste nuire à notre industrie aéronautique locale, les gens peuvent encore voyager. Bien sûr, là, la pression est devenue très grande. Fait que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont voyager, mais comprenez-vous les incohérences du gouvernement? Là, ce qu'on nous répondait en chambre hier, c'est que on est en négociation. C'est de la sécurité nationale. Moi, je pense qu'on peut dire il n'y a pas de voyage non essentiel. Puis les gens qui ont un voyage essentiel à faire, bien, il y aura des quarantaines supervisées. Comme on le proposait d'ailleurs dès le printemps dernier, entre autres pour les travailleurs étrangers temporaires. C'est ça qu'on veut dire quand on dit trop peu, trop tard, c'est que ce gouvernement-là ne réagit pas rapidement. Oui, puis je sais pas, j'avais lu aussi à quelque part que c'était les compagnies aériennes qui avaient décidé à la base de dire, bon, nous, on ne proposera plus de voyage, donc encore là, c'est pas nécessairement le... En fait, c'est ça. Ça a été suite à la discussion avec le gouvernement, mais c'est les compagnies aériennes canadiennes. C'est ça. C'est que, en tout cas, moi, j'invite les gens, évidemment, à ne pas voyager dans la semaine de relâche sur l'extérieur. Là, on a plein de belles places au Québec. Il faut être prudent. Éviter le plus possible les déplacements entre régions. Puis on est capable de se ressourcer en restant au Québec. Exact, c'est ça. On a plein de belles places, là, surtout dans notre région. Là, je pense qu'on peut en profiter au max. Voilà. Est-ce que vous avez eu des réponses justement aussi, il y a les remboursements, tu en parlais un peu, là, des remboursements des clients qui ont décidé de ne pas voyager, tu sais, qui avaient eu eux, il y avait eu un crédit ou quoi que ce soit, puis ils ont décidé de ne pas y aller. Oui, en fait, oui. Puis il y a des gens, dans le temps des fêtes, qui avaient acheté des billets et qui ont décidé de ne pas y aller parce qu'ils se sont dit c'est dangereux, on n'y va pas. Exact. Ces gens-là risquent de perdre de l'argent, ça n'a pas de bon sens. Il faut que le gouvernement force les compagnies à rembourser. Ça, c'est toujours pas fait. Il n'y a pas d'entente encore entre les compagnies aériennes et le gouvernement fédéral parce qu'il doit y avoir un soutien à l'industrie aéronautique. Il faut faire attention parce que dans le discours, des fois, on peut avoir l'air d'être en opposition avec l'industrie des voyages en avion. C'est pas ça. C'est qu'on veut protéger la santé du public, mais en même temps, on pense que ça prend une politique de l'aéronautique. Vous savez qu'au Québec, là, à Montréal, c'est un des rares endroits dans le monde où on est capable encore aujourd'hui de construire un avion de A à Z. Toutes les pièces. Fait que c'est pas juste les grandes compagnies comme Bombardier, là. C'est aussi tous les sous-traitants qui viennent aux alentours de ça. C'est des milliers d'emplois, c'est des secteurs de haute technologie, c'est des emplois bien rémunérés, des emplois d'avenir, et il faut que le gouvernement apporte une aide ponctuelle à cette industrie-là pour qu'elle reste là. Parce que si ça ferme, demain matin, on n'est pas gagnant. Je vous fais un parallèle avec l'industrie des pharmaceutiques.
Montréal a déjà été une plaque tournante de la recherche des médicaments. Puis on a laissé tomber ça dans les coupures conservatrices, entre autres. On a coupé les crédits, puis ainsi de suite. Les compagnies sont parties ailleurs où est-ce que c'était plus rentable, où est-ce que c'était plus avantageux pour eux. Et on se retrouve comment aujourd'hui? On se retrouve dépendant de l'extérieur pour la production des vaccins. Là, on nous annonce cette semaine, il y a une entente avec Novavax, on va fabriquer les vaccins à Montréal, mais en 2022, on va avoir fini de se faire vacciner. Ce sera pour la prochaine fois, c'est correct pareil, on va le prendre, là. Ouais. Soyons constructifs. Mais tu sais, cette année, là, si on avait préservé dans le passé notre industrie, puis si on avait négocié comme il faut des contrats avec les fournisseurs de vaccins, non seulement en acheter, parce que là, vous savez que et les États-Unis et l'Europe menacent de contrôler les exportations de vaccins. On se retrouve dépendant, on se retrouve à quêter l'étranger pour avoir un vaccin. Si on avait négocié les brevets pour avoir la capacité de le fabriquer ici, ben, ça aurait été plus efficace. Puis là, on parle d'instaurer une usine en 2022, mais il y avait des installations qui étaient existantes. Le nombre ne revient pas au moment où on se parle, mais il y a des gens qui auraient pu fabriquer les vaccins cette année. T'sais, à un moment donné, ça manque d'efficacité et de rationnel. Là. Il faut que ça bouge. Il faut être efficace dans nos décisions. C'est pas normal quand on regarde les points de presse du gouvernement du Québec puis du gouvernement du Canada, puis de voir les deux premiers ministres se parler par médias interposés, puis se dire mêle-toi non de tes affaires, donne-moi ci. Toi, tu fais pas tes vaccins, c'est vite. Mais oui, mais toi, il faudrait que tu m'y fournisses. Écoute, c'est une pièce de théâtre, là. Parlons-nous, là, puis soyons efficaces, mais pour ça, il faudrait que le fédéral reste dans son rôle. Puis le rôle du fédéral, là, il est beaucoup moins imposant que ce qu'ils veulent faire. C'est fournir l'argent quand c'est le temps, la moitié des impôts est là-bas et c'est pas la moitié des responsabilités qui sont là-bas. Quand on parle des frais de santé, des transferts en santé dont je parlais tantôt dans la pétition, là, ben, l'argent, là, c'est Québec qui sait comment la dépenser. Puis c'est pas une question d'être indépendantiste ou non, c'est ça les compétences dans la Constitution. Mais cette Constitution-là est tellement mal foutue que le fédéral, avec son pouvoir de dépenser, peut faire n'importe quoi, puis c'est tout le temps légal. Fait que là, on va se ramasser là, avec des normes nationales d'un CHSLD puis des conditions pour envoyer l'argent dans les provinces et au Québec, alors qu'au Québec, on sait très bien quoi faire avec. Puis ça va faire quoi? Ça va faire des chicanes, ça va faire des délais dans les transferts d'argent, ça va faire de l'inefficacité. De l'inefficacité. Ça, à un moment donné, là. C'est pour ça qu'on était dépendantiste. À un seul gouvernement, ça serait bien plus facile. Puis on contrôlait tout notre portefeuille. C'est un peu comme si on devait toujours demander la permission à notre père pour dépenser notre argent pour investir. Il faudrait que j'en fasse le toit chez nous. Pam, peux-tu me donner mon argent? Oui, mais là, tu vas le faire de quelle couleur ton toit? Là, tu vas le faire dans quel mois? Puis là, ça va être nous, on pense qu'au Canada, tous les toits devraient être dans telle teinte de gris. Puis là, ça a l'air ridicule ce que je suis en train de vous dire là, mais c'est ça qui se passe. Dans à peu près tous les secteurs, puis depuis ça fait un peu plus d'1 an que je suis député, c'est épouvantable. C'est constant. Ouais, c'est ça. Je vais arrêter là. C'est une belle image, je pense, pour comprendre effectivement la situation. Là. Et voilà. Puis aussi, il n'y avait pas de réponse dans le dernier communiqué que j'ai lu concernant les gens qui sont testés positifs, qui doivent être en quarantaine quand ils reviennent de voyage, mais est-ce qu'ils doivent payer justement à leurs frais leur séjour qu'ils font superviser ou pas? Ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant, c'est que oui. Okay. Nous, on dit faut avoir de la nuance là-dedans. C'est quelqu'un qui décide qu'il va se faire bronzer à Punta Cana pendant une semaine, sachant pertinemment qu'on est en pandémie, puis qu'il y a un risque, qui revient, puis qui est testé positif, ben de valeur, paye ta quarantaine à l'hôtel. Il faut être rationnel. Mais en même temps, des fois, c'est des voyages humanitaires. Exactement. Des fois, c'est des voyages qui sont obligatoires pour le travail. À ce moment-là, ça devrait être l'employeur qui prend ça en charge. Il faut avoir des nuances là-dedans. Là. Des fois, c'est des réunions, des réunifications familiales. Il y a beaucoup de cas différents les uns des autres. Oui, c'est ça, c'est quasiment du cas par cas, là. C'est dur de dire. Voilà. Mais moi, je trouve ça bien intéressant que le gouvernement fédéral ramène l'idée de quarantaine centralisée dans les hôtels, parce que quand nous, on disait ça, au mois d'avril 2020, pour les travailleurs étrangers, tout le monde nous disait qu'on était dans le champ. C'est drôle, hein? Puis là, on ramène cette idée-là comme étant quelque chose de bien logique puis bien faisable. Donc, moi, je pense aussi que, d'ailleurs, on a fait une sortie là-dessus cette semaine, là. Je pense aussi que pour les producteurs agricoles, on devrait offrir cette possibilité-là.
Ouais. Puis quand on parle d'un soutien qu'on a donné aux producteurs agricoles de 1500 ben, c'est drôle. Hein? On dit, les producteurs agricoles, vous devez recevoir les travailleurs, vous devez modifier les habitations que vous utilisiez d'habitude parce qu'il y a des nouvelles normes. Vous devez leur payer leur salaire pendant ces 2 semaines-là où ils ne travaillent pas. Puis pour vous aider, on va vous donner 1500 Puis là, en parallèle, on dit aux gens, vous gardez, pas 2 semaines, là, 3 jours à l'hôpital, pas à l'hôpital, à l'hôtel, c'est un peu lapsus, 3 jours à l'hôtel, ça coûte 2000. Le calcul est rapidement fait que le 1500 de soutien au monde agricole, c'est un soutien à rabais. Là. Je pense qu'on pourrait bonifier le montant aussi. Là. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut tout payer, mais les producteurs agricoles, c'est les gens qui nous nourrissent. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Notre souveraineté alimentaire, les travailleurs étrangers temporaires, nous en avons besoin. On a vu à l'automne dernier, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais je vais le rappeler, des champs de différents légumes, différents fruits, des champs de fraises qui ont été laissés là, qui ont été pourris, ils ont passé la moissonneuse là-dedans parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre pour les ramasser. Alors, si on veut manger ça, ça nous prend un travailleur étranger temporaire. Je pense qu'on peut aider nos producteurs agricoles qui déjà travaillent tout le temps. Exact, c'est ça. Et ça, c'était une autre de mes questions, justement, de savoir un peu c'était quoi la problématique, c'était quoi le... Vous avez comme pas mal répondu à la question. Tant mieux. Il y avait aussi les cas de fraude, donc dans les délais de traitement qui sont démesurés pour les cas de fraude en lien avec la PCU. Il y avait un exemple justement d'une citoyenne de visitation de l'île du Pas. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi la situation? J'ai lu le communiqué, mais si on peut faire un petit résumé. Oui, en fait, c'est un exemple concret. Quand la dame a été volontaire, Mme Lebois a été volontaire pour qu'on expose son cas, pour donner un exemple concret, pour mettre la pression pour que ça bouge, ça n'a pas de bon sens, parce que ce n'est pas la seule. Mais les gens qui sont victimes de fraude pour la PCU doivent se débrouiller tout seuls. Ils n'ont pas de soutien. C'est déjà, vous voyez un autre article ce matin, là, des gens qui ont passé des 19 heures au téléphone. Ça n'a pas de bon sens. Puis qui, finalement, ils n'ont pas de solution. Il faut qu'ils rappellent à une autre place. Parce que ils sont noyés dans le système de fonctionnariat actuel. Elle est là, la problématique. Il faut s'occuper de nos gens. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de créer une espèce d'escouade spécialisée dans les cas de fraude, là, qui ait une formation spécifique à ça, qui soit capable de régler des cas rapidement. Là, dans le cas de Mme Lavoie, là, c'était depuis le mois d'août l'année passée. Elle s'est cassé le bras au travail. C'est pas parce qu'elle a perdu sa job. Là. Elle a demandé l'assurance chômage pour les cas de maladie. Et on l'a transféré, à cette époque-là, on la transférait automatiquement vers l'assurance emploi. Pas l'assurance emploi, la PCU. Je l'appelle en même temps, ça m'a déconcentré. Bon, donc on la transférait directement à la PCU. Alors, elle a reçu 2 paiements, puis ça a arrêté. Puis là, elle a reçu un message comme quoi quelqu'un d'autre avait fait une demande frauduleuse à son nom. Puis quelques semaines plus tard, quelqu'un d'autre a fait une autre demande. Donc, il y a 2 demandes frauduleuses. Alors, il y a plusieurs étapes à faire dans ce temps-là. Nous, quand quelqu'un nous appelle au bureau, d'abord, on vérifie avec l'ARC s'il n'y a pas eu des fraudes dans d'autres domaines, ailleurs. Puis il faut qu'il y ait une enquête qui soit faite. Là, ça gèle tous les transferts. Et là, on a gelé ses paiements. On l'a dit, on fait l'enquête. On lui a dit début octobre que l'enquête était terminée. Heureusement pour la dame, elle a pu reprendre le travail au cours du mois d'octobre pour avoir un revenu parce qu'elle n'a pas vu une scène de cet argent-là encore. Là. On parle du mois d'août 2020. On est en février 2021. C'est pas réglé. C'est-tu normal? Parce que pas, madame, là, qui a un emploi ordinaire, là, qui ont besoin de leur argent. On lui a promis l'argent au mois de décembre. Au début décembre, après ça à mi-décembre, après ça le 24 décembre. Ah, finalement, ça ne marchera pas, vous allez l'avoir en janvier. Finalement, en janvier, ben là, vous devriez l'avoir d'ici la fin de janvier. Là, nous, on est embarqués dans le dossier, là, on a un engagement, ça devrait se régler. D'habitude, quand on embarque dans le dossier, ça se règle un peu plus rapidement, on a des lignes un peu plus directes, mais c'est pas normal que les gens doivent avoir recours aux députés parce qu'ils se sont fait frauder. Il faut protéger notre monde. C'est ça. On met la pression pour qu'il y ait une escouade spéciale là-dessus. C'est ça, c'est pas leur faute, là, c'est ça, ils se sont fait frauder, là, c'est ça le point, là. Ils font pas exprès de ne pas avoir d'argent pendant un bout, là. Et voilà. Mais parfait. Parfait, donc ça fait pas mal le tour de mes questions. Je sais pas s'il y avait un autre sujet qui est sorti récemment que vous vouliez aborder.
On est en train de se pencher actuellement sur toute la dynamique des vaccinations. Vous savez qu'il y a des retards dans les livraisons des vaccins. Le gouvernement s'est targué pendant longtemps d'être celui qui a le plus d'offres de vaccins. Nous, on a mis beaucoup de pression avant les fêtes parce que les vaccins étaient prévus seulement pour fin janvier. On a réussi à obtenir qu'il y en ait au mois de décembre, mais ça n'a pas donné grand-chose, puisque là, il n'y en a plus. On a commencé et on vient d'arrêter. Et là, les livraisons sont retardées. On est dépendant de l'extérieur. On est en train d'analyser les impacts. Ça a beaucoup d'impacts, entre autres dans mon dossier, l'agriculture agroalimentaire, toute la production, les travaux au champ, les distanciations, c'est vraiment complexe. Dans la transformation agroalimentaire, on a pensé à Olimel Yamachiche qui avait fermé ses portes l'année dernière pour une cause d'éclosion. Les gens sont à proximité les uns des autres, puis c'est difficile de modifier les infrastructures du jour au lendemain. Il y a eu des fonds développés par le gouvernement là-dessus, puis ça n'a pas été suffisant, ça a été épuisé rapidement. On a beaucoup d'entreprises qui sont en attente, puis il n'y a plus d'argent. Puis là, on ne renouvelle pas les fonds. Il va falloir qu'on crie plus fort pour qu'ils remettent d'autres argent. Il me semble qu'on pourrait être plus efficace que ça. Fait que là, on est là-dessus. Mais tout ce qu'on veut, c'est évidemment que la population ait accès au vaccin le plus rapidement possible. Vous pouvez être certain que moi, personnellement, aussitôt que j'ai accès, je me ferai vacciner. Je ne veux pas passer devant personne. Là. Il y a des gens qui sont plus importants que moi à faire vacciner en premier, mais on est à l'affût là-dessus. Là. Et évidemment, en offre de collaboration avec le gouvernement. C'est ça, puis comme on dit, on suit les priorités, mais que ça vienne de notre tour. C'est ça. Et voilà. Parce que là, il y a juste, je pense que c'est la première dose qui a été donnée, mais il est censé avoir une deuxième dose, logiquement, qui suit, mais là, c'est ça, on n'a plus. Ouais. Puis il y a tout l'enjeu au niveau de la gestion de la deuxième dose. À combien de jours on peut aller? On recommandait 90 jours maximum. C'était 40. Le manufacturier a des hésitations. C'est à Québec de prendre cette décision-là, pas la santé publique. Je pense qu'il faut faire confiance aux gens de la santé publique. Mais en même temps, pour donner la deuxième dose, comme vous le mentionnez très bien, il faudrait peut-être l'avoir. C'est ça. Voilà. C'est ça, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. C'est un petit peu compliqué. Puis, est-ce qu'il y avait parce que là, on a deux. Là, il y en a un vaccin, il me semble qu'il n'y a pas de deuxième dose, mais je ne sais pas s'il est. Ouais, ben là, on attend des dernières autorisations là, pour un troisième. Là, on a deux qui sont approuvés. Ouais. On attend une troisième. Là. Oui, là, il va en avoir à une seule dose. Je pense que ça va être mieux. Puis il y a aussi l'idée que le deuxième qui a été approuvé, là, il devait être gardé dans des congélateurs à moins basse température que le premier de Pfizer. Là. L'idée, c'est de pouvoir vacciner le plus rapidement possible. Peu importe le vaccin puis le moyen, là, tant que c'est efficace, évidemment. Oui, c'est ça, exactement. On veut sortir de ça le plus rapidement possible. Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler aujourd'hui. Ça fait bien plaisir. C'est moi qui vous remercie. Puis à la prochaine. Oui, bonne journée. Bonjour.